Je tiens tout d'abord à remercier la SPLF qui m'a donné l'occasion de m'exprimer au sujet de la tuberculose. Je suis le professeur Ali Benkeder, je suis professeur à la faculté de médecine de Tunis, médecin chef de service à l'hôpital de l'Ariana et surtout pour l'occasion, je suis président de la Commission nationale de lutte contre la tuberculose. Ça sera une bonne transition pour parler de la tuberculose et essentiellement de la tuberculose pulmonaire. Alors pourquoi la tuberculose pulmonaire? Tout simplement parce que c'est la localisation la plus fréquente d'organes de la tuberculose. Elle représente en fait dans les pays dits à faible endémicité épidémiologique, c'est-à-dire en dessous de 20 pour 100 000 habitants, que 40% des formes. Alors que dans les pays à forte endémicité, c'est-à-dire au-delà de 60 pour 100 000 habitants, elle peut représenter 60%. Et même dans les pays à endémicité élevée de VIH, elle peut aller au-delà de 70%. Ce n'est pas la seule raison pour parler de la tuberculose pulmonaire. La deuxième raison, c'est que c'est une maladie qui reste quand même redoutable et qui tue beaucoup plus que les maladies très médiatisées telles que le sida ou par exemple la grippe H1N1. Je dis malheureusement, mais malheureusement, lorsque nous observons les sigles des sociétés fanions de notre spécialité, particulièrement la SPLF, l'European Respiratory Society, l'American Thoracic Society et la British Thoracic Society, toutes ces sociétés ont l'impression de se dégager de la tuberculose, au moins dans leur cible, et la place au second plan dans des sous-groupes de commissions. J'aurais bien voulu qu'elle soit présente et apparente, et même les petites sociétés, disons les sociétés des nations beaucoup moins importantes, ont changé leur sigle de pneumophthysiologie, d'appellation de pneumophthysiologie, en appellation de maladie respiratoire. Et je voudrais pour l'occasion saluer quand même la Société algérienne de pneumophthysiologie qui a gardé son sigle de Société algérienne de pneumophthysiologie. Et je suis encore heureux, lorsque je passe devant le groupe hospitalier Cochin, d'observer qu'il reste quand même gravé sur la porte de l'hôpital consultation des maladies respiratoires et de la tuberculose. Ceci nous amène à dire que cette maladie est une maladie qui reste toujours un sujet d'actualité. Ça reste un sujet d'actualité malgré qu'elle soit orpheline. Orpheline non pas sa fréquence, mais orpheline parce qu'elle est très peu supportée par les compagnies pharmaceutiques. D'actualité parce que les publications abondent d'un côté et que de l'autre côté les essais thérapeutiques sont de plus en plus importants. Car il y a une menace derrière qui fait que nous sommes contraints de trouver actuellement de nouveaux moyens thérapeutiques qui puissent nous sortir d'affaires. C'est une priorité de santé publique à l'échelle mondiale. On dit que cette maladie est une maladie de santé publique, mais c'est surtout une priorité. Car au cours de la dernière décennie, on observe une augmentation du nombre de cas de tuberculose. Et parce que l'OMS exige surtout qu'il y ait dans chaque pays à forte endémicité et même à faible endémicité un programme national de lutte contre la tuberculose. Ce que nous observons, c'est une augmentation globale qui est variable selon les régions, mais c'était une augmentation aussi qui touche certaines populations, même dans les pays à faible endémicité. Il existe, et ça c'est incontestable, et nous allons le voir, une interaction nette avec le sida essentiellement en Afrique. Et puis il existe surtout une menace sanitaire, qui est celle de l'apparition depuis une dizaine d'années de la tuberculose dite multirésistante et surtout de la tuberculose ultra-résistante pour laquelle nous avons maintenant un aveu d'impuissance thérapeutique et pour laquelle il faut trouver un moyen de s'en sortir, sinon les malades sont condamnés à l'exitus. Tout cela pour dire en fait que nous sommes confrontés à une maladie toute simple, puisqu'il s'agit d'une maladie contagieuse due à une mycobactérie du complexe tuberculosis, la plus fréquente de ces bactéries étant le Mycobacterium tuberculosis au bacille de corps, et que cette maladie est banalement transmissible par voie aérienne. C'est pour ça qu'on observe d'ailleurs la grande fréquence des formes pulmonaires ou laryngées. L'historique nous montre que cette maladie ne date pas d'hier, elle date de l'ère du temps, puisque les bacilles de la tuberculose existaient il y a 3 millions d'années.
Et l'étude de marqueurs génétiques a montré que le complexe tuberculosis actuel aurait 40 000 ans, c'est-à-dire qu'il serait apparu lors des migrations humaines hors d'Afrique. La souche originelle serait apparue en Afrique de l'Est. Là, l'histoire nous montre que l'enfant roi Toutankhamon que nous connaissons tous, sacré pharaon à 10 ans, mourut à 19 ans atteint de tuberculose. D'un autre côté, l'autopsie d'une momie datant de 1600 ans avait montré des traces de tuberculose. Mais en fait, quand on reprend l'histoire médicale, on constate que depuis Hippocrate, on décrivait cette maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on appelait phtisis. Phtisis veut dire en fait dépérissement, consomption, ou exactement ça veut dire une fonte. Laennec a isolé cette pathologie en 1819, et en 1939, Schollen avait réuni une description unifiée de ces manifestations cliniques et lui a donné son nom définitif. En 1865, Jean-Antoine Villemin avait prouvé la transmission de cette maladie par un microbe invisible et il a conclu qu'on pouvait donc s'en protéger par des mesures visant à éviter la contagion. Donc c'est à partir de 1865 qu'on a commencé à parler de maladies contagieuses. En 82, c'est le grand tournant, puisque Robert Koch, l'Allemand, découvre le bacille. Le complexe tuberculosis serait constitué en fait de deux lignées évolutives différentes, la première infectant l'homme et la seconde infectant certains animaux, mais peut aussi infecter l'homme. Ce même Robert Koch, qui mourut en 1910, a été décoré en tant que lauréat du prix Nobel en 1905 pour ses recherches et pour sa découverte de cette bactérie. Les autres étapes sont des étapes beaucoup plus intéressantes, puisque de 1808 à 1920, Calmette et Guérin ont mis en place le BCG, qui est le vaccin préventif contre cette maladie. La vaccination a démarré à partir de 1921. En 1947 a eu lieu le tournant thérapeutique avec Smaxman qui découvre la streptomycine. Et en 1998, le génome complet du Mycobacterium tuberculosis est séquencé avec 4000 gènes codants. Sur le plan épidémiologique, nous allons constater que en fait, l'évolution est différente d'une région du monde à l'autre. Puisque si on constate sur cette courbe du haut, qui représente ici une ascension importante, cette courbe correspond à la région subsaharienne de l'Afrique, et cette région subsaharienne de l'Afrique, nous le savons, a en plus une endémicité de VIH qui est très importante. La deuxième courbe, qui a une ascension un peu plus faible, correspond à l'ancien bloc de l'Union soviétique. Et la dernière courbe, que vous voyez ici, qui a une inflexion qui va vers le bas assez rassurante, intéresse les pays développés aux pays occidentaux. Mais il faut se méfier aussi de cette forme descendante de la courbe, car cette forme descendante de la courbe dans ces pays-là, particulièrement aux États-Unis ou en Europe, peut cacher des foyers, des populations particulières, ce qu'on appelle des populations à risque, où on peut avoir des endémicités très élevées. C'est ce qu'on appelle actuellement les poches de résistance des grandes villes. Quand nous voyons par exemple le taux de déclaration de tuberculose maladie en France, nous constatons que pour un pays comme la France par exemple, nous passons en pratiquement une quarantaine d'années d'une endémicité élevée à 60 pour 100 000 habitants à une endémicité faible qui est en dessous de 10 pour 100 000 habitants. Mais ceci encore ne doit pas cacher ces poches de résistance qui existent dans des grandes villes comme Marseille, comme Paris ou autres grandes villes de France. Cette courbe montre une chose relativement intéressante. Elle montre en fait que lorsque l'on compare les zones d'Afrique à endémicité élevée ou faible de VIH, on constate que l'ascension de cette pathologie sur le plan de la fréquence épidémiologique est essentiellement liée à l'endémicité au VIH. Si l'endémicité au VIH est élevée, vous avez une ascension de la tuberculose. Si l'endémicité au VIH est très faible, vous avez une courbe pratiquement plate d'évolution.
Maintenant, pour reprendre la tuberculose dans le monde en chiffres, ce qu'on constate, c'est qu'un tiers de la population mondiale est actuellement infectée. Ça ne veut pas dire qu'elle est malade, c'est-à-dire qu'elle a contacté le bacille tuberculeux. Et que parmi ce tiers de la population, nous avons 5 à 10% des sujets infectés qui vont développer la maladie, s'ils ne sont pas atteints de VIH. Si les personnes sont atteintes de VIH, à ce moment-là, elles sont beaucoup plus susceptibles de développer la maladie et la fréquence va automatiquement augmenter. Dans le monde, nous avons 9,27 millions de nouveaux cas de tuberculose par an, ce qui équivaut pratiquement à une prévalence de 206 pour 100 000 habitants. Cela veut dire que si nous prenons tous ces chiffres globalement, nous avons une prévalence très très élevée dans le monde. Alors qu'en fait, les prévalences vont dans le monde de 9 pour 100 000 habitants pour les pays scandinaves à plus de 400 pour 100 000 habitants dans les zones très chaudes, particulièrement les zones africaines et l'Asie du Sud-Est. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la détection de la tuberculose, maladie dans le monde. Que constate-t-on en 2007 lorsqu'on lit le rapport fourni par l'OMS en 2009 ? On constate qu'en ce qui concerne la tuberculose de façon globale, qu'il y a une sous-estimation de 40%, que lorsqu'on constate la tuberculose pulmonaire à microscopie positive, c'est-à-dire bacillaire contagieuse, il y aurait aussi une sous-estimation de 40%, avec en plus de la sous-estimation, une sous-détection de 40% partout dans le monde. Cela veut dire que les chiffres que nous avons en main actuellement sont des chiffres qui sous-estiment très très nettement cette pathologie. Cela veut dire aussi que nous travaillons juste dans la partie apparente de l'iceberg. Et que si nous voulons stabiliser cette épidémiologie, si nous voulons stabiliser les chiffres, si nous voulons éradiquer cette maladie, il est obligatoire que nous puissions travailler dans la partie immergée de l'iceberg et non pas uniquement dans la partie apparente. La prévalence, quand on parle de prévalence, vous constatez que la palme d'or revient essentiellement à l'Afrique. Vous voyez que c'est l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'ancien bloc de l'Union soviétique, quelques pays de l'Amérique latine sont les plus touchés par cette affection. La prévalence dans ces zones varie entre 100 à 300 000, de 100 à 300 pour 100 000 habitants. Alors qu'au niveau des États-Unis et en Europe et dans les pays scandinaves, cette incidence ou cette prévalence est toujours inférieure à 15 pour 100 000 habitants. Si nous voyons maintenant le nombre absolu, je dis bien absolu, de nouveaux cas de tuberculose, on constate en fait que ce nombre absolu est équivalent, par exemple, entre l'Amérique du Nord et les pays d'Afrique. Si d'un autre côté, nous essayons de voir le nombre relatif, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas rapportés à la population, vous voyez la très nette différence qu'il y a entre les pays d'Amérique du Nord et les pays d'Afrique, où le nombre de cas rapportés au nombre d'habitants est quelquefois 20 à 100 fois supérieur. Ceci revient au fait que aux États-Unis et en Europe, et dans l'Amérique du Nord de façon générale, le taux de détection est supérieur à 75%. Alors qu'en Afrique, par exemple, le taux de détection reste inférieur à 50%. Ceci, et nous allons le répéter, vient du fait qu'il y a une défaillance en potentiel humain, une défaillance en potentiel technique qui existe justement dans les pays les plus atteints par cette maladie. Et à titre d'exemple, je vous dirais que si nous prenons la somme globale dépensée pour la tuberculose, on constate que 85% de la somme est dépensée dans les pays développés et uniquement 15% de la somme est dépensée dans les pays les plus atteints. Et là, on le constate aussi en matière de tuberculose à frottis positif. Vous voyez que lorsqu'on voit les tuberculoses à frottis positifs, les tuberculoses à frottis positifs existent le plus dans les régions d'Afrique que dans les régions occidentales. Alors que dans les régions occidentales, les possibilités de faire le diagnostic sont beaucoup plus importantes que dans les régions africaines ou dans les régions de l'Asie du Sud-Est particulièrement. Un autre fléau est en train
de nous agresser, c'est celui de la tuberculose multirésistante. Il existe 500 000 cas actuellement dans le monde de tuberculose multirésistante. Le constat est que les 500 000 cas, 85% d'entre eux proviennent des régions, des pays les plus nantis, car ces pays les plus nantis, comme je le disais tout à l'heure, ont le moyen justement de faire le diagnostic de multirésistante, parce que tous les malades bénéficient d'une culture et tous les malades bénéficient d'un test de sensibilité. À la fin de 2008, 55 pays territoires avaient signalé au moins un cas de tuberculose, non pas multirésistante, mais ultra-résistante, qui est la nouvelle forme de tuberculose dont on définira tout à l'heure l'aspect. Là, vous avez la proportion de cas de MDR parmi les nouveaux cas dans le monde, et vous constatez là que la fréquence des MDR au niveau des pays où la prévalence est plus faible est équivalente à la fréquence des MDR où la prévalence est la plus forte. Ceci encore vient du fait que, justement, le diagnostic ici se fait plus aisément que dans ces zones les plus touchées. Alors, quand on regarde la proportion des cas des MDR-TB parmi les cas déjà traités dans le monde, on constate là que, justement, les formes sont beaucoup plus fréquentes en Afrique et surtout beaucoup plus fréquentes dans l'ancien bloc soviétique, en Chine et en Inde. Ceci s'explique encore par le potentiel humain et matériel qui existe dans ces pays-là et qui permet de faire le diagnostic alors que l'Afrique étant actuellement dans un retard technologique par rapport à la tuberculose. Là, pour reprendre justement les MDR et pour voir quels sont les pays qui sont au premier rang, et bien vous voyez que c'est l'Inde, la Chine, la Fédération de Russie, l'Afrique du Sud et le Bangladesh. Ces pays, justement, ont le potentiel humain, ont le potentiel technique qui leur permet de faire le diagnostic. La tuberculose ultra-résistante se définit comme étant une tuberculose qui est résistante au moins à l'INH et à la rifadine, ce qui est le cas de la tuberculose multirésistante, mais qu'en plus, elle serait résistante au fluoroquinolone et au moins un des médicaments de seconde ligne injectable, la micacine, la kanamycine ou la capreomycine. Alors, concernant cette tuberculose multirésistante, vous voyez par exemple que dans les zones les plus touchées, nous n'avons pas du tout d'informations, car, je le répète encore une fois, c'est un problème de défaillance humaine et technique qui fait que nous n'avons pas d'informations. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe encore beaucoup plus, mais simplement nous n'avons pas d'informations, alors que les informations sont beaucoup plus fournies dans les pays les plus nantis, tels que l'Amérique du Nord ou l'Europe. La mortalité, 1,3 million de décès, c'est énorme comparé aux autres pathologies médiatisées, et que ce nombre de décès actuellement est en état de stabilité, mais que nous mourrons encore de tuberculose. Avec quoi augmente cette mortalité? Elle augmente avec l'âge, le diagnostic tardif. Et là, je vais revenir un peu au diagnostic tardif, car si dans les pays à endémicité forte, le diagnostic est fait à la 3e consultation, dans les pays à endémicité faible, il faut attendre la 7e consultation en moyenne pour penser à la tuberculose. Les comorbidités, le diabète et surtout le VIH, l'inobservance thérapeutique et actuellement le nouveau fléau qui est la multirésistance du bacille. Là, nous vous montrons les courbes qui intéressent justement l'incidence. Alors vous voyez que l'incidence a tendance à s'infléchir un tout petit peu, mais à s'infléchir parce qu'il accumule entre les zones à forte et faible endémicité, que la prévalence a tendance aussi à s'infléchir parce qu'il y a un effort considérable de l'OMS, et que la mortalité a tendance légèrement à s'infléchir parce qu'actuellement il y a une meilleure prise en charge. Mais si nous considérons la mortalité dans les maladies combinées incluant le VIH, et bien cette mortalité toute seule a tendance à augmenter. La bactériologie, la pathologie est due, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une bactérie qui s'appelle le Mycobacterium. Alors, Mycobacterium, il y en a en gros 3. Il y a le Mycobacterium tuberculosis relatif à la tuberculose, le Mycobacterium leprae qui est relatif à la lèpre, et les mycobactéries atypiques. Dans le complexe tuberculosis, nous remarquons qu'il y a les bacilles humains et les bacilles qui touchent les animaux. Donc l'humain, c'est le Mycobacterium tuberculosis, et nous avons le Mycobacterium bovis, le Mycobacterium bovis BCG, le Mycobacterium africanum qui existe en Afrique, et le Mycobacterium microti. Quelles sont les caractéristiques
de cette mycobactérie, c'est qu'elle est aérobie stricte. C'est ce qui fait que son lieu de prédilection est le poumon. Elle a une paroi qui est riche en lipides, en acide mycolique, ce qui lui confère ce qu'on appelle l'acido-alcoolorésistance, qui est une acido-alcoolorésistance à la coloration. Cette coloration résiste aux désinfectants, aux antiseptiques, aux antibiotiques, et elle résiste aux enzymes lysosomiales. Sa multiplication est lente, ce qui lui redonne un caractère d'hibernation et de quiescence. Sa culture se fait en 2 ou 3 semaines. C'est un bacille qui se multiplie dans l'espace intracellulaire, au niveau des pellules nucléaires et du macrophage, et qui présente des mutants résistants en souche sauvage. Et vous avez ici pratiquement un 10 puissance 5 pour l'INH et un 10 puissance 7 pour la rifampicine. Quand nous voyons ici l'histoire naturelle de la tuberculose, que constatons-nous? Eh bien, on constate que c'est une contamination, que c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. La transmission se fait comment? Eh bien, elle se fait à travers les malades bacillifères, par la toux, l'éternuement et la parole. 2 facteurs sont essentiels pour transmettre la maladie. La concentration des gouttelettes infectantes en suspension dans l'air et la durée pendant laquelle le sujet respire cet air contaminé. À savoir qu'en matière de tuberculose, la contamination occasionnelle est excessivement rare et que la contamination nécessite quand même une continuité dans le rapprochement avec le malade. C'est pour ça qu'on la cherche. Une fois que le diagnostic est fait, nous cherchons toujours les cibles secondaires de détection qui sont les sujets contacts. D'autres voies peuvent induire la maladie, la voie digestive, la voie sexuelle et la voie transcutanée. Alors ce bacille, une fois introduit dans le poumon, va passer à travers la muqueuse bronchique pour atteindre les tissus pulmonaires et va se développer dans les macrophages alvéolaires en situation intracellulaire. Le pH est alors acide aux alentours de 5 et la population bacillaire est inférieure à 10 puissance 5. Cette multiplication du bacille dans les macrophages alvéolaires va entraîner l'attraction à ce niveau d'autres cellules inflammatoires. Et vous voyez ici ces bacilles qui sont phagocytés par les macrophages. Macrophages et monocytes sont attirés et participent au processus de défense contre l'infection, puisqu'au départ, cette défense est dite non spécifique. Le foyer infectieux constitué s'appelle le foyer infectieux initial. Ce foyer infectieux initial peut évoluer par la suite à la caséification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le poumon, cette réaction inflammatoire initiale va aboutir à la formation de casium solide, avec infiltration locale par des macrophages et des monocytes et des lymphocytes. Le pH du milieu est de 7 et la population bacillaire reste toujours inférieure à 10 puissance 5. D'un autre côté, il faut savoir que la pauvreté en oxygène et la présence d'acides gras va inhiber la multiplication du bacille. Les bacilles ainsi que leurs antigènes libérés sont drainés par les macrophages vers les ganglions lymphocytes satellites. Et c'est à ce moment-là que va se faire la réaction avec les lymphocytes T, que ce soit des CD4 ou des CD8, qui sont au départ sensibilisés, activés, vont libérer des cytokines, vont entraîner un phénomène immunitaire qui va aboutir à ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité retardée, ou réaction de type 4, qui va apparaître en 2 à 3 semaines. Cette réaction est responsable de la réaction cutanée positive avec érythème et induration survenue 48 à 72 heures après injection intradermique de tuberculine. C'est ce qu'on appelle l'intradermoréaction de la tuberculine. En fait, pour nous reprendre, quelles sont les conséquences de l'activation macrophagique et de la réaction immunitaire? Vous voyez que le macrophage, qui est en fait une cellule de défense non spécifique, peut devenir, grâce à l'antigénicité de ce bacille, une cellule présentatrice de l'antigène. Elle va présenter l'antigène aux lymphocytes. Les lymphocytes vont être dans un premier temps sensibilisés, ils vont être activés, ils vont induire un phénomène immunitaire. Et le phénomène immunitaire va aboutir à 2 autres phénomènes.
qui sont d'un côté un phénomène de défense qui est l'immunité, qui va s'appuyer sur l'interféron gamma et le macrophage activé, qui va aboutir à la phagocytose, à la bactéricidie, et d'un autre côté, un phénomène de réaction qui est l'hypersensibilité retardée du type 4, qui est une hypersensibilité cellulaire qui va aboutir au granulome, à la formation du granulome, qui est la signature histologique de cette pathologie. C'est ce qui nous permet de parler d'anatomopathologie. Alors, sur le plan anatomopathologique, quelles sont les figures les plus fréquentes? Eh bien, c'est la caverne, c'est les granulomes et c'est la nécrose caséeuse. Et nous voyons ici un petit foyer de nécrose caséeuse entouré d'une importante réaction folliculaire avec cellules géantes. C'est ce qu'on appelle en fait le granulome le follicule gigantocellulaire qui, lui, signe la présence de la tuberculose. Vous voyez dans cette figure que une partie du caséum, ici, est libérée dans la branche lorsque le taux de caséum devient très important. En fait, pour nous reprendre, l'introduction, la pénétration du Mycobacterium tuberculosis dans un second temps, lorsque cette hypersensibilité sera mise en place, va aboutir au granulome, qui peut suivre deux voies. Une voie de cicatrisation, c'est-à-dire une réponse fibreuse qu'on appelle la sclérose, qui va aboutir à la calcification et qui va aboutir au contrôle de maladie. Et une deuxième voie qui peut être rattrapée d'un côté, mais qui peut aussi aller de l'autre, qui est celle de la nécrose caséeuse, c'est-à-dire l'existence du pus, en fait, spécifique de cette pathologie, qui va aboutir au ramollissement, qui va aboutir à la caverne, à la prolifération, à l'ouverture, à la dissémination, justement, de ces bacilles à travers l'organisme. Ce qui nous amène à parler de la pathogénie. La pathogénie, lorsqu'on inhale en fait un Mycobacterium tuberculosis, il va se passer ce qu'on appelle un phénomène de primo-infection. Ce phénomène de primo-infection va aboutir en fait à mettre en place les éléments de défense, les éléments de réaction, c'est-à-dire l'immunité spécifique du macrophage et l'hypersensibilité de type retardé. Mais en fait, au stade de cette primo-infection, on peut être confronté à deux situations, celle d'un plus grand nombre, 95% de malades seront asymptomatiques, et de l'autre côté, uniquement 5% de malades pourront développer une tuberculose aiguë. À côté de cela, le malade reste infecté, non pas malade, infecté, c'est-à-dire en contact avec le BK, présentant une infection latente, qui aura comme support une immunité cellulaire. Ceci va aboutir dans le temps à avoir 10% de personnes qui risquent d'être malades par réinfection et 90% de personnes qui vont garder cette immunité cellulaire de défense et cette hyperréactivité de réaction. Alors l'infection tuberculeuse, on oppose l'infection dite latente à la maladie active ou tuberculose dite primaire. Dans ce cas, le test cutané est positif, c'est tout à fait normal. L'intradermos sera positif parce qu'il y aura ce qu'on appelle cette hypersensibilité retardée dans les deux cas. Le BK a pénétré dans le corps, mais n'est pas en croissance dans le cas d'infection latente. Le BK a pénétré dans le corps, il est en croissance dans le cas de maladie active. L'infectiosité, la maladie latente n'est pas contagieuse, la maladie active est contagieuse. Sur le plan clinique, on n'aura aucun symptôme, une radiographie du poumon, du thorax tout à fait normale. Et du côté de la maladie active, le malade sera symptomatique et la radiographie du thorax sera anormale. Ceci nous amène à parler de la primo-infection tuberculeuse. La clinique, comme je le disais tout à l'heure, la plupart du temps, elle est asymptomatique. Il y a des petites manifestations fugaces. La guérison est spontanée en quelques jours. La radio pulmonaire peut montrer des adénopathies ulaires unilatérales, un élargissement des îles, un infiltrat parenchymateux et un épanchement pleural uniquement dans le cas de tuberculose dite primaire ou tuberculose initiale. La conséquence, c'est la cicatrice pulmonaire et surtout le test cutané tuberculinique positif. Cette tuberculose dite ou primo-infection ou tuberculose primaire va nous faire cheminer dans le temps à la tuberculose maladie. La tuberculose pulmonaire maladie survient chez un sujet précédemment infecté et ou en cas de comptage massif et ou en cas de déficience immunitaire par l'un des trois mécanismes suivants.
aggravation progressive du foyer initial de la primo-infection, très très rare, soit par réactivation endogène des bacilles restés quiescents après la primo-infection, 5 à 10% dans les 3 à 5 ans qui suivent la primo-infection et 5% pour le reste de la vie, soit par réinfection exogène, les bacilles à l'origine de cette tuberculose proviennent d'une nouvelle contamination massive et ceci se voit essentiellement dans les pays à forte endémicité tuberculeuse. Ces mécanismes dépendent de la densité des sources d'infection dans une collectivité. En cas d'endémie élevée, la réinfection est surtout exogène. En cas d'endémie faible, la réactivation endogène est le mécanisme le plus important de survenue de la tuberculose post-primaire. Ceci nous amène à conclure pour cette session, parce qu'il y aura une deuxième session où on parlera de diagnostic, où on parlera de traitement, on parlera de prévention et on parlera surtout de recommandations de l'OMS et de programmes nationaux. Ceci nous pousse donc à conclure en disant « Faites très attention ». La maladie, cette tuberculose, et plus particulièrement la tuberculose pulmonaire, n'est pas une maladie du passé, mais surtout une maladie d'avenir, qu'on n'est absolument pas protégé, même si nous sommes dans des pays à prévalence faible, car avec les courants migratoires, on peut être confronté à un renversement de la situation. Vigilance de mise, donc je disais, dans les pays à faible prévalence, et surtout, il faut porter une aide conséquente dans les pays à forte prévalence et surtout à moyens limités. Je vous remercie.